Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode de la semaine et aujourd'hui on va vous parler de la dette française. Bon, c'est un sujet d'actu en soi, mais il y a pas mal de choses à dire et surtout un peu de recul à prendre par rapport à la France et sa gestion de la dette tout au long de... Bon, pas de sa vie, on peut pas dire ça d'un pays, tu vois, mais tout au long de l'histoire. Oui, Comment est-ce que ça s'est passé et comment ça risque de se passer. Donc après, on aimerait bien aussi vos avis et tout, mais on va vous donner un petit peu notre point de vue là-dessus. tout à fait, parce que en plus c'est un sujet. Alors ça peut toujours paraître comme le sujet un peu genre dramatique, en mode ah mon Dieu, ça va être la fin de tout, ah mon Dieu, vite, le bateau prend l'eau. En réalité, alors bon, on fait pas non plus partie de ceux qui vont dire que c'est pas grave qu'il y ait de la dette, mais c'est pas la première fois dans l'histoire que la France est assez endettée. On s'amusait justement à chercher un peu de la data là-dessus et à voir un peu comment ça s'était passé les autres fois et surtout de bien comprendre quels vont être les mécanismes et les conséquences que vous allez pouvoir voir soit dans votre vie, soit surtout sur vos impôts, soit également dans vos investissements. Et je pense que dans tous les cas, on peut rien faire individuellement contre ça, mais déjà le comprendre et avoir des éléments de langage dessus, ça permet déjà de pas se faire prendre pour un con quand vous avez un neuneu qui vous en parle à la télé en vous racontant n'importe quoi, en vous disant que c'est pas grave ou en disant que ça va se régler d'une manière dont ça va sans doute pas se régler comme ça. Et ça avait surtout aussi le rebond sur la dernière fois, on a parlé du nouveau statut du bailleur privé la Ouais, semaine dernière et où pourquoi ça piège complètement l'État et ses capacités d'action sur toutes les problématiques qu'ils doivent justement régler actuellement. c'est vrai. Peut-être qu'on va commencer par un petit historique de la dette, non? De la dette française, du moins. Oui, après bon, qu'est-ce qu'on appelle la dette française en soi? C'est la dette de l'État, donc ça veut dire qu'à partir du moment où il y avait plus ou moins un État français, c'était le Royaume de France à l'époque, il y avait déjà une notion de dette parce qu'il fallait emprunter, que ce soit pour des guerres, pour des chantiers, ou simplement pour les dépenses de ce qu'on appelait la couronne. Et c'est vrai qu'en général, il y avait souvent en fait, la dette était quasiment jamais remboursée. En fait, soit Oui, c'était c'est par les ça, ouais. mécanismes de l'inflation directement, donc en fait la perte de valeur de cette dernière par rapport à la création de la perte de valeur de la monnaie qui permettait de rembourser ce qu'on appelle un remboursement monnaie de singe. Donc le fait que justement la monnaie perde de la valeur qui fait qu'en fait en valeur constante ce que vous devez rembourser en termes d'emprunt apparaît moins important par rapport aux nouveaux impôts que vous percevez, soit des nouvelles augmentations d'impôts, ce qui a souvent été jusqu'à amener Mais des révoltes. Pardon. à qui on doit des sous, en fait? En général aux banquiers. Non, mais la France, elle emprunte à qui? Aux autres pays, non? Non, en général, ça c'est souvent quelque chose qu'on pense, mais en réalité la dette la plupart du temps tu l'empruntes à tes propres concitoyens. Donc par exemple, à l'époque du roi de France, quand c'était encore un royaume et cetera, Ah, on te dit: «Donnez-moi plus enfin, je vous non, non, t'empruntais à des grands seigneurs, t'empruntais à des riches bourgeois, t'empruntais à des marchands. En fait, t'empruntais à avoir des compagnies commerciales ou des guildes. Voilà, t'empruntais là où il y avait de l'argent. Et tu disais non, non, mais t'inquiète, je vais en Terre Sainte, je récupère Jérusalem et après je te rembourse, t'inquiète. Sauf que quand le roi meurt sur le trajet, qui?» tu te doutes bien que après, tu dis non, mais c'est pas grave, son fils remboursera. Et puis son fils, il dit vous savez, je suis le roi, donc en fait, si je vous rembourse pas, qu'est-ce que vous allez faire, tu vois? Et puis tu dis non, mais vous inquiétez pas, vous me laissez 40 ans de plus et je vous rembourserai. Mais bien évidemment, on reste sur la valeur en monnaie qu'on s'était dit et pas son poids en or, tu vois. Parce Donc, que il me semble que ces Premières Guerres mondiales, les États-Unis, eux, ont fait un peu fortune comme ça. Ils ont prêté beaucoup d'argent, en fait, avec oui, les armes et cetera, quand ils sont entrés en guerre, tout simplement, avec les moyens. Et du coup, ils se sont créés, eux, c'est pas une dette, du coup, qu'ils ont, mais ils ont pas beaucoup de créances et avec nous, je crois, non? ils avaient beaucoup de créances avec l'Europe et c'est surtout qu'en plus, ils ont été malins parce qu'ils se sont fait beaucoup payer en or. Et ça, pour le coup, tu peux te faire payer, entre guillemets, si tu te faisais payer en francs. En plus, c'était encore des anciens francs et je crois qu'en plus, on a changé 3 fois de francs depuis la Première Guerre mondiale, une histoire comme ça. Mais voilà, globalement, si ta dette, elle était en francs et que le franc était déprécié parce que, entre guillemets, la France était en guerre et que toutes les usines étaient tournées vers l'armement, forcément, ta créance, elle valait pas grand chose au bout de 3-4 ans. Mais si on te faisait payer en or, entre guillemets, là, pour le coup, c'était une perte sèche pour la France. Ah, ils ont été Ils smart. étaient smart là-dessus. Donc bien évidemment, dans l'histoire, il y a eu plein de fois où la dette s'est réglée de plein de manières différentes. La dette n'a pas été remboursée, elle a Ouais. été restructurée, elle n'a été remboursée que partiellement, voire on a été faire la guerre aux créanciers, voire on Annulés, a des fois aussi, tué hein. les créanciers, voire des fois elle a été annulée. Bon, il y a quand même beaucoup de méthodes que je ne verrai pas trop ressortir aujourd'hui. Ce qu'il faut bien comprendre néanmoins, c'est que on dit toujours oui, en fait, la dette, c'est l'étranger qui la donne et entre guillemets, c'est eux qui s'enrichissent sur leur dos. C'est plus trop le cas aujourd'hui. Si on regarde aujourd'hui les 3 000 milliards de dettes qu'a la France,
C'est combien du PIB Il y en déjà? a, c'est 100%, 110% du PIB. Allez, nice. Génial, On est top. vraiment hors budget là. Et il y a à peu près 75 à 80% qui est détenu directement ou indirectement par des Français. Donc c'est par le biais d'obligations, de trucs Des comme ça? obligations qui peuvent être dans plein de choses, hein, dans des faux contrats de placement, dans de l'assurance vie, qui peut être des fois, tu peux avoir des mécanismes où les banques ou les grandes entreprises vont te placer leur trésorerie directement en bons du trésor. En fait, il faut voir que d'un point de vue financier, les bons du trésor d'un État, c'est considéré comme très sécuritaire. Bon, sauf si t'es un tout petit pays d'Asie ou d'Afrique et que, entre guillemets, ta dette est considérée comme risquée. Mais quand t'es un grand pays d'Occident, en général, tu as une bonne note sur ta dette et du coup elle est considérée comme très sécure. Est-ce que là, du coup, actuellement, la dette, on continue d'emprunter pour payer les intérêts ou est-ce que ça sert dans notre budget? Tu vois ce que est-ce qu'on utilise la dette pour financer quelque chose ou est-ce que là, on est dans le cercle vicieux de j'emprunte pour payer le prêt d'avant, en fait? Alors c'est plus compliqué que ça parce qu'il faut savoir qu'en notion de finances publiques, tu n'as pas d'affectation d'une recette. C'est-à-dire qu'en gros, il faut voir que les revenus de l'État, c'est un grand pot dans lequel après tu pioches. Donc en gros, tu peux pas dire la dette qu'on va lever, elle sert spécialement à ça ou à ça. D'un point de vue d'embut de langage, les politiques ils peuvent dire oui, on a emprunté tant pour financer ça. Dans les faits, d'un point de vue de droit des finances publiques, tu n'as pas d'affectation d'une dépense par rapport à une recette. Genre tu peux pas dire ouais, la TVA elle sert à payer ça, tu vois. En gros, c'est la TVA, les impôts, la dette, tout ça, ça le vient, gros com. c'est les recettes. Et de l'autre côté, tu as les dépenses. Ok. Bien évidemment, la dette, c'est ce qui vient faire la différence entre les deux. Et comme structurellement, depuis maintenant plus de 40 ans, le budget de l'État est déficitaire, chaque année, il y a un peu plus de dette qui vient pour tout simplement combler la différence entre ce que tu récupères en impôts par rapport à ce que tu vas dépenser de l'autre côté. Après, est-ce qu'on emprunte forcément pour ça ou pour ça? On peut pas savoir, du coup. On peut pas savoir. comble Mais juste c'est le trou par évident la que, dette, en par fait. exemple, plus il y a de dettes, plus il y a d'intérêts. On en reparlera tout à l'heure. Et plus il y a d'intérêts, plus tu vas devoir avoir de dettes pour justement payer l'augmentation de tes dépenses qui est induite du fait que tu as plus d'intérêts à payer. Ouais. Donc le taux, du coup, il est fixé par qui là? Par le marché. Par le marché, exact. Il est fixé par le marché. Après, bon, c'est un taux qui est très manipulé parce que bien évidemment, tu as quand même les taux directeurs des banques centrales qui, pour une grande partie, font Le régule, en fait. oui, qui font surtout le taux. Ouais. Pendant longtemps, l'Allemagne ou la France a emprunté moins cher que les États-Unis. Pourquoi? Parce que tu as la Banque centrale européenne qui maintenait des taux encore plus bas qu'il y en avait aux États-Unis. Donc, entre guillemets, le fait que ta banque centrale fasse une politique de taux bas permet de réguler ta dette. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'États qui se sont sauvés dans l'histoire d'une dette importante en créant une banque centrale. Il faut savoir que, par exemple, la création de la Banque centrale d'Angleterre venait justement du fait que l'État anglais étant trop endetté, il y avait un risque de banqueroute. Donc, la banqueroute, on considère, c'est la faillite de l'État, si vous voulez, avait été sauvé par plus ou moins la création de la Banque d'Angleterre, donc par un jeu d'écriture et de création de monnaie. Tu faisais en sorte que, du coup, ta dette, en fait, tu devais peut-être payer 20% d'intérêt par an dessus, et en fait tu crées une banque centrale qui permettait d'emprunter un 5, et du coup comme tu remboursais plus que 5% d'intérêt et plus 20, ça te permettait de t'en sortir. Donc oui, les banques centrales, elles ont avant tout été créées, c'était pour sauvegarder les États, leur permettre de tirer ce mécanisme de la dette plus loin. Surtout qu'en plus depuis les années 70, on était passé dans ce qu'on appelle un peu des politiques keynésiennes, hein, donc le fait d'injecter de l'argent dans l'économie en essayant de stimuler de la croissance, et en se disant que si notre croissance est plus élevée que l'augmentation de la dette, en soi, ta dette, petit à petit, elle va venir se rembourser. C'est un peu l'idée que vous avez quand, par exemple, vous, je sais pas, justement, quand on investit dans l'immobilier, si vous arrivez à générer un rendement qui est supérieur à ce que vous devez payer en intérêt, ouais. à ce moment-là, vous vous enrichissez. Donc ça, c'est un peu le mécanisme, sauf que quand tout ça est enrayé et fonctionne plus, quand les dépenses que vous avez, vous les mettez dans n'importe quoi, ou dans des trucs qui ne rapportent rien, par exemple en soi, la retraite ou les dépenses sociales, c'est de la perte sèche pour une grosse partie. Alors oui, il y en a une petite partie qui revient dans l'économie, qui permet aux gens de fonctionner, il y en a surtout une grosse partie qui va, entre guillemets, être capitalisée, ne pas forcément revenir dans l'économie, et de cette manière-là, vous priver l'État d'une recette potentielle, et entre guillemets la dépense reste toujours la même. Ok. Et donc du coup, là, qu'est-ce qui a fait que la dette coûte de plus en plus cher? Parce qu'avant, au final, t'empruntais à taux bas, là, les taux sont quand même bien remontés, et c'est ça qui fait qu'on s'en sort pas, tu vois. Pour moi, tu as 3 choses. Tu as la première, c'est la crise Covid.
Ah, parce que qui a là, on a emprunté massivement, en fait. qui a quand même fait péter le plafond de dette de pas mal d'États européens, entre guillemets. La France arrivait quand même à maintenir plus ou moins. Alors certes, on avait un taux de dette élevé entre par exemple 2015 et 2020, mais à partir de 2020, ça explose. C'est Ça explose le parce quoi que qu'il en coûte, ouais. oui, et surtout parce que le déficit de l'État passe au-delà de 6% de déficit, tu vois. Donc là, tu commences à rentrer dans un cercle où tu as un déficit qui est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que tu as des dépenses qui augmentent très fort, entre guillemets, tu veux soi-disant sauver l'économie. De l'autre côté, tu as des recettes qui baissent parce qu'entre guillemets, économiquement, c'est tellement mauvais que tu as ton montant d'impôt qui diminue. Et ensuite, tu as les taux qui remontent. Ouais. Et ça, c'est le vrai problème. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en soi, une dette, c'est pas un problème tant que tu fais de la croissance. La croissance, plus ou moins, c'est ce que chaque année, en fait, tu vas créer comme valeur complémentaire dans le pays, si tu veux. Le problème, c'est que si tu dois payer 1% d'intérêt sur une dette qui représente 50% de ton PIB, donc ça veut dire que globalement, tu dois payer, en gros, si tu fais un point de croissance, il y a la moitié de ta croissance qui sert à payer les intérêts, globalement. Ok. Ça s'équilibre de cette manière-là. Maintenant, quand ta dette, c'est 100% de ton PIB, si elle a 1%, que tu fais 1% de croissance, ça veut dire que toute la croissance que tu produis en France, Elle finance ta dette. non, elle finance les intérêts de ta Les dette. intérêts de ta dette, oui, pardon. On parle même pas de rembourser la dette, on parle juste de payer les intérêts. Ouais. Là, forcément, avec l'augmentation des taux, alors bien évidemment, il y a un effet d'échelle, donc entre guillemets, toute la dette n'augmente pas, n'augmente pas instantanément. Ça dépend au fur et à mesure des échéances et des qu'on appelle rouler la dette, donc le fait de réemprunter sur une nouvelle durée, qui va faire que entre guillemets, si les taux ont augmenté, entre guillemets, ton taux moyen d'emprunt sur ton montant de dette va petit à petit augmenter. C'est normal, on est passé de taux à 0,5 voire 1 voire taux négatif à un moment donné sur la dette française à aujourd'hui des taux qui sont à peu près à entre 2 et 3. La croissance étant ce qu'elle est, étant donné que tu as une dette qui dépasse 100% de ton PIB, là ça te coûte beaucoup plus cher. Parce que globalement, chaque année, tu t'appauvris. Oui. Alors, tu caches l'appauvrissement en empruntant toujours plus pour non pas payer uniquement ton déficit, mais aussi payer une partie des intérêts. Donc, ça, c'est un peu le contraire de ce qu'on disait tout à l'heure quand on dit qu'il n'y a pas d'affectation dans le budget de l'État entre de ce que tu empruntes d'un côté, enfin tes recettes d'un côté et tes dépenses de l'autre. Néanmoins, là, dans les faits, si le budget de l'État est autant en déficit, c'est aussi parce que le paiement des intérêts de la dette a énormément augmenté, devenu un des plus gros postes du budget de l'État. Et tu es obligé de continuer à t'endetter, non pas par exemple pour financer des projets ou financer des besoins immédiats, mais juste pour payer les intérêts de ta dette parce qu'ils sont bien supérieurs à la croissance que tu vas créer chaque année. Et la conséquence pour monsieur, madame, tout le monde, c'est quoi du coup ? Une augmentation des impôts. Ouais, et de l'inflation, juste du coût de la vie aussi, non ? Alors, oui et non. Parce qu'entre guillemets, pour l'instant, on est juste sur une dette. Effectivement, une manière que tu as, ça un peu, c'est d'imprimer de la monnaie. Alors ça, la France l'a un peu perdu depuis qu'on est passé à l'euro parce que c'est passé au niveau européen et plus uniquement au niveau français. Néanmoins, effectivement, plus tu fais de dette, plus tu as de l'argent qui circule, plus tu as de l'argent qui circule, plus tu es censé avoir d'inflation. C'est un petit peu plus technique que ça parce que l'inflation, c'est pas que l'augmentation de l'argent, mais c'est avant tout l'augmentation de l'argent et l'augmentation de sa vélocité. Parce que si tu crées de la dette mais que tu la mets dans un coffre, en théorie, ça fait pas d'inflation. Par contre, si tu ajoutes de l'argent et que tu le fais énormément circuler, là, pour le coup, c'est censé faire de l'inflation. Encore une fois, ça dépend de pas mal de paramètres, ça reste sur le papier. Mais oui, comme tu dis, c'est inflation, augmentation des impôts. Okay. Sachant que les augmentations des impôts, elles sont toujours en pourcentage de ce que tu gagnes. Donc même s'il y a de l'inflation, t'en prendras toujours plus. Et c'est là où ça rebondit sur l'épisode de la semaine dernière sur pourquoi, entre guillemets, l'État, il peut absolument pas, dans les faits, créer un banger en termes de dispositif fiscal pour les investisseurs immobiliers. Parce qu'en fait, il n'a absolument plus les marges de manœuvre nécessaires d'un point de vue budgétaire. Et en fait, il est plutôt dans une dynamique où il est obligé d'augmenter le montant des impôts pour essayer de masquer un petit peu le déficit, plutôt que de pouvoir dire, OK, on va passer sur des baisses d'impôts et on va essayer de relancer l'économie. Du coup, là, la tendance, du coup, c'est quoi ? Parce que c'est factuel, pour l'instant, on reste comme ça et j'ai l'impression qu'on s'entête un peu là-dedans, mais qu'est-ce qu'on peut projeter comme fin de situation, s'il y en a une, et qu'est-ce qui s'est déjà passé dans l'histoire ? Tu l'as dit de toute façon tout à l'heure pour l'histoire, c'est que soit on a annulé la dette, etc. Mais là, pour l'instant, à moins qu'il y ait une guerre civile, mais nous, on n'a pas le droit en plus. Comment est-ce qu'on s'en sort, en fait, factuellement ? Pour moi, le seul moyen de s'en sortir, c'est de couper très fort dans les dépenses. Donc là, de couper une partie du budget. Donc ça serait quoi ? Quand à chaque fois on fait la vanne de diviser les retraites par 2,
C'est bête, mais c'est en réalité le seul endroit où tu peux vraiment faire Oui, des économies. c'est Alors vrai. oui, en fait, tu as 2 endroits en France où tu peux faire vraiment des économies, c'est sur les retraites et sur les dépenses de l'État, type le nombre de fonctionnaires et plus ou moins ce que coûte l'utilisation des services publics. Le problème, c'est qu'en fait, tout le monde te dit qu'en France, c'est déjà pas satisfait de la qualité des services publics par rapport à ce que tu payes. Bien évidemment, Ouais, ça va augmenter le chômage si t'enlèves ah mais ça c'est les c'est postes. évident. De toute façon, on est dans un système où en fait la France vit au-dessus de ses moyens depuis très longtemps. Donc il y a toujours un moment donné où faut se mettre à la diète si tu veux. Donc il y a un moment donné où forcément il y aura des conséquences et les conséquences seront mauvaises parce qu'effectivement comme tu dis ça va faire du chômage. C'est con mais si tu divises les retraites par 2, ça fait quand même des conséquences sur les retraités. Tu vois nous à chaque Les fois retraités, ils vont quoi, devoir repayer encore? Enfin, retravailler ils vont ou... devoir baisser leur niveau de vie. Donc ils feront plus les courses en même temps que nous le samedi matin en remplissant leur caddie. Non, c'est le mec horrible. Non, plus sérieusement, la réalité c'est que oui, vous allez avoir des retraités qui vont avoir du mal à se loger, du mal à se chauffer, du mal à manger, À se soigner surtout. se soigner. Les retraités payent quand même des impôts, donc en plus, tu vas aussi avoir une baisse. Donc De certes, tes impôts, tu oui. diminues ce que ça te coûte en retraite, par contre, tu diminues aussi ce que ça te ramène en impôts. Donc en plus, il y a un rééquilibrage qui doit se faire, et bien évidemment, ça crée du bordel. Parce qu'il y a un moment donné où forcément tu peux pas, tu sais, c'est un peu, tu dois vider une piscine dans une autre piscine sans en mettre à côté, tu vois. Tu te doutes bien qu'à un moment donné il y a des projections d'eau qui vont partir ailleurs, tu vois. Donc naturellement c'est sûr qu'il va y avoir des problématiques. Les aides sociales, tu vois, parce qu'on parle beaucoup des retraités, mais tu as aussi les aides sociales pour ceux qui travaillent pas. Tu vas avoir des services publics qui vont être encore plus limités parce que le problème c'est que la santé par exemple, la santé ou même tout simplement l'administration, parce qu'en plus tu peux pas rester dans un système où en fait chaque jour tu sors des nouvelles normes dans tous les sens qu'il faut sans cesse appliquer. Si tu supprimes les postes de fonctionnaires qui sont censés les appliquer, en théorie ça rallonge surtout les délais pour ceux qui essaient de respecter les normes, tu vois. Puis ça, on va avoir nos passeports en 6 mois au lieu de 3. Exactement. Non, mais c'est un peu toutes les conséquences. Pour moi, c'est la seule porte de sortie qu'il y a, parce que quand tu regardes les autres portes de sortie dans l'histoire, pour moi, elles sont pas possibles. Tu peux pas. Ça va finir comme la Grèce au final. Qui se fait Ouais, mais la engloutir, Grèce, c'est exactement ça. La Grèce, ça a été une grosse baisse de leur niveau de vie, et les Grecs ne sont pas revenus aujourd'hui en 2025, ils sont pas revenus au niveau de vie qu'ils avaient genre en 2005. Ouais. Ok. C'est le seul cas possible, parce que si on reprend le reste, tu peux pas tuer tes créanciers parce que tes créanciers, c'est un peu tous les Français. Tout le monde, en fait, ouais. Tu peux pas simplement dire je rembourse pas, parce qu'en fait dans la manière dont fonctionne l'économie aujourd'hui, et quand t'es basé sur une économie de la dette, en fait tu peux pas aller là-dedans. À la limite t'étais Louis XV, tu disais je rembourse pas. Bon, t'étais pas sur une économie de la dette. En soi, tes créanciers. T'avais juste à avoir un donjon bien. Non, c'était même pas une bien question. fermé, quoi. Non, c'était même pas une question d'un donjon. C'est une question que quand tu regardes l'économie en 1730 en France, si d'un coup tu dis aux créanciers je vous rembourse pas, ça change pas grand-chose. De toute façon, t'as 80% de ta population, c'est des paysans, les autres, c'est des bourgeois qui fabriquent des trucs. T'es pas sur une économie de la dette, tu vois. Là, demain, tu dis je rembourse pas, les entreprises ont plus de prêts, les particuliers n'ont plus de prêts, tu fais plus d'immobilier, tu fais plus d'investissement, tu fais plus de recherche scientifique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais si ça allège du coup la fiscalité, etc., est-ce qu'on relance pas la croissance, tu vois? Ouais, mais t'as un problème, c'est-à-dire que ton entreprise Ça va être un peu ghetto, mais. ça va être en ghetto pendant au moins 3 à 5 ans, parce qu'en fait, ton entreprise qui est habituée à fonctionner sur de la dette, oui, tu lui baisses ses impôts, mais tu lui baisses ses impôts pour que elle voit un bénéfice là-dessus. Il faut déjà qu'elle fasse du profit, et qu'elle ne fait pas de profit si elle a pas de dette. Parce que vu qu'on est dans une économie de la dette, regarde, aujourd'hui, on est investisseur immobilier. On arrive à faire du profit sur nos investissements parce que les banques nous prêtent. Si les banques nous prêtent plus, on fait plus d'immobilier. Oui, non, on fait pas d'immobilier. Donc en fait, oui, on nous baisse la fiscalité. Alors nous, entre guillemets, qu'on a déjà des prêts, on a déjà de l'immobilier, on sera content. Mais les nouveaux investisseurs, tu leur dis, regardez, j'ai une super proposition pour vous. On vous divise par 3 la fiscalité sur l'immobilier, mais par contre, vous avez plus de prêts des banques. Les gens, ils vont te dire, c'est cool, je paierai moins d'impôts sur mes loyers, mais je fais comment pour avoir des loyers si je peux pas avoir de prêt de la banque? Ouais, mais alors du coup, est-ce qu'il n'y a pas d'effondrement des prix, tu vois? Parce que du coup, si ton bien, tu peux pas le revendre parce qu'il n'y a pas de financement, forcément, ça vaut pas plus rien, mais quasiment, tu vois. C'est un risque. Après, t'as toujours une valeur intrinsèque, c'est évident. Tu vois, par exemple, même les pays, regarde, t'as des pays récemment qui ont fait plusieurs fois banqueroute sur leur dette, comme l'Argentine. L'immobilier vaut toujours quelque chose en Argentine. Ou par exemple, t'as un effondrement de la monnaie en Turquie, l'immobilier en Turquie vaut toujours quelque chose. Donc non, l'immobilier, c'est quand même plutôt sécure là-dessus, parce que ça intéresse les étrangers, et que t'as quand même une notion de t'as toujours quelqu'un qui a de l'argent pour acheter l'immobilier à la fin, et que si t'as les prix qui baissent, t'as les rentabilités qui augmentent. C'est toujours le truc sur la fameuse bulle immobilière, si tu veux. Si demain t'as vraiment une bulle immobilière qui explose en France,
France, en fait, ça augmente juste les rentas. Moi, il y a pas de souci. Franchement, je suis prêt à acheter des biens immobiliers cash si je fais du 30% de rendement, tu vois. Ouais, c'est vrai. Plus comme ça, effectivement, Donc, ça va plutôt vite, ouais. En quelques années, déjà, tu t'es exactement, fait un petit ça va papier, ouais. plutôt vite. On peut même penser que ça profite aux riches et pas tant que ça, parce que la première source d'enrichissement d'un riche, c'est l'emprunt. Donc en réalité, c'est plutôt un rééquilibrage social que tu fais dessus, parce que ceux qui seront un peu écureuils et qui arriveront à placer intelligemment et en faisant gaffe à l'inflation, ils arriveront à faire des bonnes affaires. Non, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu peux pas juste faire défaut sur la dette. Le seul moyen, c'est qu'à un moment donné, tu es obligé de vraiment dire aux gens, on va arrêter la fête parce que ça pourra pas continuer. Et entre guillemets, on divise le niveau de vie par 2. Autre scénario qui est aussi possible, c'est ça continue comme ça encore 20 ans, voire 30 ans. Moi, je pense que c'est par là qu'on se dirige, hein, Moi, je pense que c'est le choix qu'ils ont fait. Oui, Je pense qu'ils se disent, de toute toute façon, façon, on n'y sera plus, donc exactement. Bah, tu veux, j'ai revu sur Instagram, c'est intéressant, c'était une interview de Mitterrand, genre dans les années 80, où il disait qu'en gros, la France allait avoir un gros problème sur le paiement des retraites, et il a dit, ça me concernera pas, ça arrivera dans 25 ans. Allez, nice. Merci François. Et là, aujourd'hui, ça va être Bah, c'est un peu exactement ça, hein. c'est la même chose pour les politiques d'actuels. Ils disent, bon, allez, de toute façon, le problème, on sera peut-être plus là pour le voir, ou alors on sera plus aux fonctions, et on dira, si on avait su. Et qu'est-ce qu'on fait à titre individuel, du coup, pour se prémunir de tout ça? Parce que bon, la conséquence... Enfin, on dit là, ça va durer 20 ans. Ouais, bon, compliqué déjà pour la plupart des gens de manger à leur faim, de se chauffer, etc., de se loger. Qu'est-ce qu'à titre individuel, on peut faire pour limiter un peu ça, en fait, tous les effets? Un bunker dans le jardin. Ah, arrête. On fait ça. Non, faut faire du patrimoine, il n'y a pas d'autre choix. Ouais, voilà. C'est ton propre patrimoine, savoir des investissements. Le problème, moi, je crois pas je crois pas à la recette miracle. Genre, il y en a qui vont te dire acheter de l'or, il y en a qui vont te dire acheter des cryptos, il y en a qui vont te dire mets de l'argent dans une banque en Suisse ou peu importe. Franchement, pour moi, il y a pas de recette miracle parce que tu n'as pas en fait, tu ne sais pas comment ça se passera. Donc, à partir du moment où tu ne sais pas comment ça se passera, tu peux pas savoir de quoi tu auras besoin. Pour moi, la seule chose que tu dois faire et qui te servira forcément, et tu ne sais pas comment ça te servira, mais ça te servira forcément, c'est de faire du patrimoine. Après, si tu veux faire de l'or, faire des cryptos, faire des comptes à l'étranger, faire de l'immobilier, tu le fais, et après tu choisis tes cartes, mais moi je pense pas qu'il y ait une carte qui soit meilleure que les autres là-dessus. Ok. Genre, tu vois, on va pas se mentir. Moi, je vois souvent, tu sais, dans les interviews de ceux qui... Parce que c'est un sujet, je pense que c'est une des premières fois qu'on en parle dans le podcast. Et c'est vrai que c'est pas notamment... Tu vois, nous, on n'est pas un podcast d'économie ou de choses comme ça. Là, on essaie un peu de le vulgariser avec nos mots. Et moi, je regarde pas mal de chaînes YouTube ou de podcasteurs qui sont sur ces terrains-là. Et souvent, il y en a qui ont tendance à dire « Oui, mais en fait, ce qu'il faut, c'est avoir de l'or. Parce qu'en fait, tu sais que quoi qu'il arrive, si tu dois payer à manger à ta famille, tu payeras toujours en or. » Ouais. Bah, moi, je suis pas vraiment d'accord avec eux. Parce qu'en fait, eux, tu sais, ils se mettent toujours dans le truc en mode, vas-y, fin du monde, post-apocalypse, tu payes en or. On voit bien, dans Walking Dead, personne paye en or. Oui, Quand qu'est-ce dans qu'il leur Walking dit que Dead, c'est tu payes la avec un 9 mm, tu vois, c'est... Qu'est-ce qu'il leur dit que c'est la valeur refuge, en fait? Ouais, c'est ça. Enfin, je sais pas, moi honnêtement, je préfère avoir un 9 mm qu'un lago d'or dans mon placard, tu vois. Donc non, je suis pas tout à fait d'accord avec la fameuse carte magique de l'or et ça résout tout. Surtout qu'en plus derrière, la plupart des gens qui vont acheter de l'or, ils vont l'acheter sur des ETF ou sur des choses qui sont indirectement liées à l'économie de capitaux actuels basée sur la dette. Donc à la fin des fins, si en plus tu fais de l'or, il faut que tu l'achètes physiquement. Mais en fait, ou alors tu fais du troc, tu vois. Peut-être le seul truc, c'est un peu comme fait ton oncle dans les Pyrénées, c'est t'as une maison, t'as un potager, t'essaies d'avoir 2 chèvres et une vache. Ouais. Tu fais ton miel et c'est fini, quoi. Ok. Ouais. Et ses abeilles, pardon. Ouais, j'ai dit des chèvres, mais non, c'est des abeilles qu'il a. Sorry, Danny. Du coup, voilà. Non, bon, bref. Pour moi, c'est comme ça. Si ça doit finir, ça finira comme ça, mais essaie d'avoir des cartes en fait et n'essaie pas de tout miser sur quelque chose. Il y a pas de recette magique là-dessus et encore une fois, si ça se trouve, on restera sur le dernier scénario qu'on a évoqué. Ça va juste continuer lentement comme ça. Ils vont juste continuer d'année en année de continuer à augmenter la fiscalité et des fois surtout la fiscalité un peu discrète. Donc en fait, ça va être surtout pour les salariés, pour les jeunes actifs. Pour nous, en fait, on a une augmentation de la CSG, on a une augmentation des cotisations sociales. Tu sais, ça avait buzzé un peu sur Instagram. T'avais une comparaison entre les bulletins de salaire genre dans les années 80 et aujourd'hui. Et tu voyais la différence de prélèvement et de cotisation. Ouais, c'est ça. Oui. Tu sais qu'en plus, ma mère, elle a un bulletin de salaire de son grand-père, Giuseppe, qui faisait je sais pas quoi, là. Et en fait, c'était juste un petit bandeau
une Ouais. petite ligne comme ça où juste on Ouais, lui mais il y enlève avait rien. l'impôt direct et c'est fini, tu vois. Oui, c'est ça. Et en gros, tu payes 10% d'impôts alors qu'aujourd'hui, tu payes 70% d'impôts. Ou alors, tu vas avoir des créations de taxes qui vont rester, tu sais, comme la fameuse contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Oui, 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 C'était oh là censé là, oui. rester 1 an, puis finalement, c'est une taxe qui existe depuis quasiment 15 ans maintenant. Ou alors, tu avais aussi la CSG à la base, c'était pareil, ça devait être resté 1 an. C'était la contribution sociale généralisée pour la dette sociale, sauf que la dette sociale, en fait, elle a jamais été réglée. Et que même, c'est arrivé une fois en 2018 où il y avait un des prélèvements, tu sais, parce qu'ils l'ont refondu, maintenant c'est le prélèvement solidaire. Oui, oui, ouais. Mais avant ça, il y avait tu sais, c'était la CRDS, contribution au remboursement de la dette sociale. Ouais. Tu t'en souviens de celle-là ou pas? Elle n'existe plus maintenant. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en 2018, on est revenu à l'équilibre. Et du coup, en théorie, il devait supprimer la CRDS. Qu'est-ce qu'a fait l'État? Ils ont dit: «Oh bah Oh non». bah non, on va le refondre dans une De toute façon, nouvelle taxe. Du coup, personne n'a maintenant, suivi du t'as coup. en plus, je dis prélèvement, c'est parce que c'est PS, mais c'est prélèvement solidaire. Sociaux? Je crois que c'est prélèvement social plutôt. Oh, sociaux, ouais. Non, c'est prélèvement social. En OK. fait, c'est le nom d'un prélèvement. Ah d'accord, OK. En gros, t'as CSG. C'est dans, par exemple, les 17.2, qu'on appelle les 17.2 de prélèvements sociaux. Aujourd'hui, t'as CSG, C'est, t'as le prélèvement social à 7,5. ah oui, c'est ça, ouais. Et c'est dedans où t'avais justement la CRDS, qui était la contribution au remboursement de la dette sociale. Et qu'ils ont refondu dedans pour maintenir le truc, en fait. Parce que bien évidemment, on ne peut pas, à l'heure actuelle, diminuer le montant des impôts. Enfin, en fait, c'est ce qu'il faudrait faire, mais si tu le fais, tu pars à 10% de déficit par an. Ou alors, tu divises les retraites par 2. Ouais. Après, tu vois, chaque époque a ses inconvénients, tu vois, genre, enfin, moi, je relativise un petit peu comme ça, parce que là, on pourrait dire que c'est un peu la catastrophe et tout. Bon, bah, en fait, chaque époque a Oui, non, moi, ses ça inconvénients. Moi, ça me stresse pas plus que m'empêche pas de dormir, ça, ouais, c'est évident. voilà, Et c'est puis, ça m'a pas empêché de faire de l'immobilier. Et pourtant, c'est cette chose qu'on dit là, entre guillemets, ça fait déjà plus de 10 ans qu'on en parle. Et, entre guillemets, ça, pour moi, en fait, pour moi, c'est pas un élément déterminant dans tes projets d'investissement. Mais en revanche, ça peut être une motivation, c'est évident, tu vois. Genre, pour moi, tu dors mieux quand tu sais que potentiellement tu viens dans un pays où ça va partir où ça peut partir en couille économiquement assez vite, qu'entre guillemets, t'as du patrimoine. Après, oui, t'y laisseras des plumes. Mais bon, ça, c'est aussi le truc. ouais, D'ailleurs, je rebondis sur ça et je pense qu'on terminera sans doute l'épisode là-dessus. On a vu un Américain qui parlait de ce qui lui faisait le plus mal. Et ce qui lui faisait le plus mal, il disait que c'était de ne pas être suffisamment rentable sur son entreprise. Et moi, je trouve ça intéressant parce que du coup, tu sais, ça fait parler, tu sais, c'est du mindset, hein, mais je veux dire, tu vois que les Américains, ce qui leur fait mal, c'est de pas gagner assez d'argent. J'avais pas la ref, mais oui, Alors c'est qu'en bon. France, si tu demandes à un Français ce qui lui fait le plus mal, c'est qu'on lui prenne son argent. Je trouve ça toujours très drôle, Culturellement, c'est culturellement. Parce que du coup, tu sais, c'est un truc où tu peux mal le traduire parce que, en gros, l'Américain, s'il s'adresse à d'autres Américains, ils diront vraiment, moi, ce qui me fait le plus mal dans la vie, c'est que je n'arrive pas à gagner assez d'argent ou d'être assez rentable avec mon job ou mon entreprise. Un Français va dire, ce qui me fait le plus mal dans la vie, c'est qu'on me prenne mon oseille. Mais ça, c'est un truc que tu dois accepter. Et en tant qu'investisseur, tu dois savoir qu'un jour, tu perdras de l'oseille. Alors, tu peux le perdre avec des mauvais placements, tu peux le perdre avec des erreurs, tu peux le perdre parce qu'il y a une crise économique, mais quoi qu'il arrive, tu seras toujours beaucoup moins impacté dans ton lifestyle, dans ta largement, ouais. famille, dans pouvoir mettre un toit à tes enfants et remplir leur assiette si tu as du patrimoine que si tu n'en as pas. C'est clair. Bon, bah, ça fait une bonne conclusion. On espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes, à nous mettre 5 étoiles sur à nous mettre 5 étoiles pardon, sur les plateformes, ça nous aide au niveau de l'algorithme, à nous rejoindre sur Instagram et quitte le Boomer Dream. Et la Flouserie, on vous partage un peu de notre quotidien d'investisseur et on se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. À bientôt. Ciao.